Bon, bah c'est parti, ça va commencer. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive pour ce début de live. Bonjour Marco, comment vas-tu? Ok, donc. Salut Laurent, comment vas-tu toi aussi? Ok, bon, je vais faire une petite présentation d'introduction au live. On va juste attendre un petit peu, quelques minutes de plus, qu'il y ait un peu plus de personnes qui se joignent à nous sur ce live sur la destination de Bali. Avec le décalage horaire en France, ça va être un peu. Quelle heure il est? 11h30 en France, ouais. Bah ouais, Laurent, hâte d'être dans l'eau pour nous aussi. Nous aussi, ici, c'est pareil, on est à Bali, donc pour le moment, interdiction de plonger, même accès aux plages, on est un peu restreint, donc hâte que tout ça se termine et on commence à plonger. Bah, le confinement à Bali, écoute, il y a pas de. Justement, il n'y a pas de confinement officiel, c'est plus des. En tout cas, en Indonésie, c'est plus des recommandations d'une région à l'autre. Donc, le président, vu que c'est un pays très étendu, bon, on va être amené à en parler après, mais le président de l'Indonésie n'a pas donné une réglementation pour tout le pays. Pour Bali, c'est recommandé de rester à la maison, sauf pour des choses nécessaires. Le port du masque est obligatoire en sortant, sinon on peut se faire arrêter par la police ou les polices de quartier, etc. Et puis après, les espaces publics, pour la majorité, sont fermés. Les restaurants, les bars sont fermés, les plages aussi. Salut Crazy Pat, content de t'avoir parmi nous. Ok, bon, il est tout juste 11h30, on va quand même encore attendre une petite minute ou deux avant de commencer ce petit live sur Bali. Ok. Bon, on va pouvoir attaquer progressivement. Bon, le but de ce live-là, comme vous avez peut-être pu voir sur les précédents qui ont été faits par Marco, par Camille, c'est de faire un petit instant bulle de, des différentes destinations de Dune pour pouvoir se présenter, partager un petit peu avec tout le monde, partager, se voir, même si c'est un peu de loin. Mais bon, voilà, on a eu un petit retour du Mexique avec Camille sur les cénotes, Marco sur comment devenir instructeur PADI. Donc là, l'idée, c'est de vous faire une petite présentation sur la destination sur laquelle moi je suis basé, qui est Bali en Indonésie. Et puis, bien sûr, après, l'idée, c'est d'avoir des échanges avec vous, si vous avez des questions, etc. Alors que ce soit sur le Bali terrestre, si c'est dans mes cordes, enfin, du peu que je sais, ou sinon aussi, bien sûr, sur la plongée, sur tous les différents sites qu'on va avoir autour de Bali, et puis un petit peu aussi sur d'autres zones d'Indonésie. Quelques minutes de plus. Ok,
bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc voilà, bon, petite introduction à cette vidéo. Donc bonjour à tous, merci de prendre le temps de venir nous voir sur ce live d'une académie. Ce live-ci, c'est l'instant bulle où je vais vous présenter la destination, donc Bali, l'île des dieux. On va être amené à parler de Bali terrestre et puis aussi de Bali et de ses fonds marins, des plongées. Le but étant de profiter un petit peu de ce moment où, je pense dans la plupart des endroits dans le monde, on est tous un petit peu confinés chez nous, obligatoirement ou non, mais d'échanger un petit peu, de vous faire partager la destination sur laquelle j'ai décidé de travailler, de vivre depuis maintenant pas mal d'années. Et puis bien sûr de répondre à vos questions pour ceux qui ne sont jamais allés ou ceux qui sont venus une fois mais qui auraient peut-être l'envie de pouvoir revenir, des questions sur les plongées, sur les conditions, ce qu'on peut y voir, sur le côté aussi bien sûr culturel, historique, traditionnel avec les Balinais, qui est une culture très très riche, on sera amené à en parler. Bon, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne m'y connaissent pas. Donc je m'appelle Karl Saint-Géry, je suis PADI course directeur et aussi le manager de l'équipe plongée au sein de Dune Bali. Je suis venu la première fois en Indonésie, c'était en 2012. Et à cette époque-là, c'était pour faire des formations de plongée. J'avais fait à l'époque le Dive Master. Puis je suis revenu, donc je suis resté plusieurs mois. Je suis revenu en 2013 parce que j'avais forcément bien accroché et avec l'île et avec les plongées. Je suis revenu en 2013 faire mon IDC. Pour ceux qui ont suivi la conférence de Marco, l'IDC, c'est la formation instructeur PADI en début 2013. Et suite à cette formation-là, j'ai directement commencé à travailler avec le centre Dune Bali. Donc c'était début mi-2013, voilà. Donc ça fait 7 ans maintenant, ça fait un petit bout de temps. Et voilà, je suis tombé amoureux de l'île. Puis à côté de ça, sur le côté personnel, donc ma femme est balinaise aussi, on a un petit ensemble. Donc c'est pour toutes ces raisons, la beauté de l'île, la plongée, mon métier que j'aime et aussi le fait d'avoir construit une famille qui ont fait que j'ai choisi cette île. Donc là, le but de ce live aujourd'hui, c'est de vous partager, de partager avec vous, de vous présenter un petit peu certaines parties de cette île. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur Bali, donc Bali, qui est un nom quand même assez connu, je pense, dans le monde entier. Bali donc, est une île qui fait partie de l'Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est le plus grand archipel au monde. Il y a un peu plus de 11 000 îles. Ça va dépendre de marée haute, marée basse, mais c'est un pays donc, qui a entre 11 et 13 000 îles, selon la marée. Et à peu près 900 d'entre elles sont habitées. C'est un pays, si vous ne voyez pas trop, c'est très étendu, c'est très horizontal, ça fait comme une grande bande. Donc sur la partie ouest, on a les plus grandes îles qui sont Sumatra et Java. Java, c'est là où on va avoir la capitale actuelle, Jakarta. Et Bali, donc c'est une île quand même beaucoup plus petite, se trouve vraiment au sud de l'Indonésie, plus ou moins au centre, dans ce qu'on appelle les petites îles de la Sonde. Donc voilà, donc on est au niveau de Bali, donc c'est à peu près 5000 km², donc c'est pas si grand que ça. On est entre l'île de Java, donc Java va être à l'ouest de Bali, donc l'île principale avec la capitale, et à l'est de Bali, on va avoir une autre grande île qui s'appelle Lombok, qui commence aussi à se faire connaître. Donc voilà, donc Bali, petite île au milieu de l'Indonésie. Petite île, il y a à peu près 4 millions, un petit peu plus de 4 millions d'habitants. Donc c'est quand même pas mal, sans compter bien sûr le nombre de touristes, de visiteurs qui viennent nous voir chaque année. Et donc c'est une destination Bali qui a commencé à être vraiment touristique, vraiment se faire connaître dans le monde à partir des années 90. Donc quand même il y a pas mal de temps pour beaucoup de choses. Son côté nature, on en parlera après, tout ce qui est les volcans, les montagnes, les rizières, et énormément les plages bien sûr. La plongée au début, pas encore, c'était pas très répandu, et énormément aussi pour sa culture et ses traditions. Donc en fait, Bali, enfin les Balinais, à très grande majorité, un peu plus de 90% des natifs de l'île, c'est un mélange un petit peu de tout un tas de choses, mais ça va énormément se refléter sur la culture et ce qu'on voit tous les jours, sont hindouistes et animistes. Donc ça c'est... Enfin, si on repart un petit peu au niveau historique, l'hindouisme a été pris de par les échanges commerciaux, il y a de ça plusieurs centaines d'années qui se sont faits avec les Indes. Et donc Bali est encore aujourd'hui une des seules îles en Indonésie qui a préservé cette religion.
l'hindouisme qui est une religion polythéiste, c'est une des seules qui l'est encore. Et il y a un petit mélange aussi avec des traditions, des croyances encore plus anciennes qui sont vraiment typiques à cette île en Indonésie, qui sont l'animisme. Donc c'est le fait de croire que chaque chose, chaque être vivant sur Terre est habité par un esprit. Mais pas que les êtres vivants aussi, la mer, la forêt, etc. Donc il y a aussi un côté très proche respectueux, voire craintif de la nature. Donc la majorité des Balinais sont hindouistes avec ce mélange d'animisme. Donc ça se voit énormément dans leur vie de tous les jours et de ce qu'on voit quand on vient, que ce soit en vacances ou qu'on vive ici. Vous allez avoir énormément encore de processions, de cérémonies, pratiquement tous les jours, avec des très très grandes cérémonies qui se déroulent aussi tout au long de l'année, et qui sont vraiment un des attraits principaux, je vous le disais, depuis les années 90, qui ont marqué les esprits, qui font que Bali est une destination très prisée. Avant de continuer un petit peu plus sur Bali et l'aspect culturel, je vous invite bien sûr, donc là je peux voir les commentaires sur la gauche de l'écran, c'est la première fois que je fais un live, hein. Donc, mais en tout cas je peux voir vos commentaires, donc si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas, si vous vous connectez ou si vous avez la moindre question sur Bali, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, donc pour Bali, je vous le disais, une culture encore très présente, parce que justement dès le début de l'ouverture, on va dire, de Bali au tourisme dans les années 90, c'était vraiment une des choses les plus importantes que les gens voulaient voir en venant à Bali. C'est pas seulement les plages, la nature, etc., mais c'était voir cette culture qui est très riche. Et ce qu'il y a, j'ai envie de dire, ce que je trouve très très beau, c'est que ça a favorisé la préservation de cette culture. Donc même si ça fait maintenant plus de 30 ans que Bali est vraiment très touristique, il y en a de plus en plus chaque année, le fait que les gens viennent aussi beaucoup pour ça, les locaux ont vraiment préservé cette culture et continuent vraiment à la vivre à travers leurs traditions, je vous le disais, à travers les cérémonies, mais même à travers des petites choses de tous les jours qu'on peut voir quand on vient en vacances ici ou même en y vivant. Donc forcément, moi, en tant qu'expatrié, en tant qu'étranger en venant ici, c'est quelque chose où il a fallu que je m'immerse un petit peu pour comprendre un peu et surtout être respectueux vis-à-vis de leur culture. Mais mine de rien, c'est une culture où les gens sont extrêmement accueillants et je pense, avec le retour de tous les gens que j'ai eus, c'est quelque chose qui se ressent dès le début quand vous arrivez en vacances à Bali, même pour la première fois. C'est que les gens sont tout de suite très accueillants, ils vont être très très souriants, donc on sent déjà une chaleur humaine dès qu'on arrive sur l'île, même si on va avoir des difficultés parce qu'on ne connaît pas forcément leur culture, on va pas savoir quoi faire ou ne pas faire, les gens sont très ouverts d'esprit, ils vont pas hésiter à nous expliquer gentiment, etc. Donc c'est quelque chose que vraiment on peut apprécier sur cet endroit. Donc après forcément il y a l'aspect nature aussi qui est très important sur Bali. Donc Bali, c'est une île volcanique. Il y a plusieurs volcans sur Bali. Il y en a deux qui sont très connus. C'est les deux seuls qui sont encore actifs au jour d'aujourd'hui, qui sont le mont Agung et le mont Batur. Mais il y a aussi d'autres volcans qui sont éteints et inactifs depuis des milliers d'années. Notamment au centre, on a un volcan qui a fait, enfin, suite à différentes explosions et des milliers d'années, a formé en fait beaucoup de cratères avec beaucoup de lacs. Donc le centre de l'île, on a beaucoup de lacs en altitude qui sont des anciens cratères de volcans. Et donc du coup, île volcanique, ce qui veut forcément dire que c'est une île qui est très riche. Donc le fait que ce soit de la roche volcanique et qu'il y ait eu beaucoup d'éruptions, ça a apporté une richesse au niveau de la terre. Donc c'est une île où il y a énormément d'agriculture, notamment les rizières. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de Bali, mais c'est très connu pour ces rizières. Il y en a notamment certaines qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la zone de Munduk, au centre. C'est très très beau. Aussi, donc l'aspect nature, bien sûr, avec les différents volcans. On a la possibilité de faire des treks au niveau de ces volcans, au niveau du mont Batur et au niveau du mont Agung. Donc le mont Batur, c'est à peu près 1700 mètres d'altitude. C'est un trek qui s'organise en général sur 2 heures avant le début de matinée. L'idée étant d'arriver au sommet du volcan pour le lever de soleil. On a une vue magnifique sur toute l'île. Des fois, on peut même apercevoir Java. Et le mont Agung, qui est un petit peu plus élevé, c'est le sommet le plus haut de l'île. Le mont Agung, donc le plus grand volcan, qui est à peu près à 3140 mètres. Alors celui-ci, malheureusement, en ce moment, on ne peut pas
On ne peut pas faire de trek au sommet, sinon avant ça se faisait comme le mont Batour, de monter au sommet pour le lever du soleil. Mais vous avez peut-être entendu parler, il y a de ça un peu plus de 2 ans, il y a eu quelques éruptions, on va dire gentilles, c'était beaucoup de fumée qui sortait. Et donc depuis, le gouverneur de Bali a mis la zone autour du volcan en alerte niveau 3 par précaution, donc on peut plus accéder sur ce volcan. Mais voilà, vraiment il y a énormément de choses à faire, c'est trek, une nature très riche, très luxuriante, les jungles, les rizières, c'est quelque chose qui se remarque surtout quand on va au centre de l'île avec, je vous disais, les lacs en altitude, on a les différentes rizières au niveau de Munduk ou autour d'Ubud. Je vous montrerai après une petite carte que j'ai de Bali pour que vous puissiez un peu situer tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'île, je vais bientôt commencer à vous parler un petit peu de mon cœur de métier, donc la plongée, les différents sites que l'on a autour de l'île. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, pour ceux qui sont là, donc Laurent, Crazy Pat ou Marco, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Bali ou si vous avez déjà plongé, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai au mieux. Donc voilà, donc pour vous continuer un petit peu plus sur le côté géographique, donc le centre très montagneux, montagneux volcanique avec de l'altitude. Le sud de l'île, c'est là où on va avoir la capitale aujourd'hui, Denpasar, avec l'aéroport et toute la zone touristique. Ça va être beaucoup de plages, donc c'est une zone balnéaire avec le tourisme, les hôtels, etc. On a une petite péninsule au sud de Bali où on va avoir beaucoup de falaises et c'est des endroits qui sont très prisés pour le surf. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un tas d'activités qui peuvent se faire sur l'île, sur en fin de compte une petite zone entre les treks, l'aspect nature, le surf, la plongée et autres. Hein, on a... Bonjour Aurélien, j'espère que tu vas bien. Je lis ton message, combien de temps Je vois pas de fin de message, si tu peux peut-être compléter, que je puisse répondre à ta question. Donc sinon, je vous disais, voilà, le sud de Bali, beaucoup de plages. Ensuite, toute la côte est de Bali, on va avoir pas mal de plages, notamment à Sanur. Sanur, c'est là, au sud-est de Bali, c'est là que le centre d'une Bali est basé. C'est là que je vis également. Donc beaucoup de plages tout le long de cette côte-là. Et plus on va monter sur le nord, le long des côtes, en continuant d'avoir des plages, mais plus on se rapproche de la chaîne de volcans, plus on va avoir forcément de la roche volcanique, et donc ça va se voir notamment au niveau des plages, c'est qu'on va avoir des plages de sable noir. Donc c'est une nuance très différente avec le sud, Sanur, les autres endroits, Kuta ou d'autres plages, les plages de surf comme Uluwatu. Donc là j'ai Marco qui me dit il y a des temples à visiter, du culturel. Ouais, bien sûr. Forcément, comme je vous le disais, le côté traditionnel qui est très préservé à Bali. Le côté traditionnel qui est très préservé à Bali, donc vous avez, c'est pas seulement quelque chose qui est vu, qui est montré pour le tourisme, mais c'est quelque chose qui est vécu tous les jours. Et donc, il y a tout un tas de temples que l'on peut visiter. Il y a certains temples qui sont très très connus et magnifiques. Vous avez notamment, je vous disais, à la péninsule au sud, Uluwatu, donc on a des falaises, c'est presque une centaine de mètres de haute falaise. Et il y a le temple d'Uluwatu qui est au sommet de ces falaises-là, plein ouest, vraiment au-dessus de la mer. Et donc c'est un endroit qui est très très beau, c'est un endroit qu'on peut visiter principalement pour le coucher du soleil, parce que justement on va avoir la visite du temple qui se fait, avec souvent des cérémonies et aussi des spectacles de danse traditionnelle, et la vue de ces falaises et du temple sur les couchers de soleil. On a aussi un autre, toujours sur la côte ouest, qui est assez connu, qui s'appelle Tanalot. C'est un temple qui a été construit sur une grosse zone rocheuse. Ça fait un petit peu, on pourrait le comparer au Mont Saint-Michel en France, beaucoup plus petit bien sûr, mais c'est un temple construit sur une zone rocheuse, vraiment au niveau de la mer. Et donc quand la marée monte, on ne peut plus accéder au volcan. Il y a une espèce de chemin de roche pour y accéder. On peut y accéder, les cérémonies se font à marée basse. Donc celui-ci aussi, il est très 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 beau et à visiter, à faire. Après, on a beaucoup de temples aussi qui se font, et même des palais, parce que pendant très longtemps, en fait, Bali, c'était un royaume. Donc il y a eu toute une succession de rois. Donc il y a les palais des anciens rois qui se trouvent au centre, sur la côte est, que l'on peut visiter, les bains royaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors je vais continuer, j'espère avoir répondu à ta question, Marco. Y a-t-il une saisonnalité pour le tourisme? Effectuez-vous des plongées toute l'année? Alors oui, donc Crazy Pat, ouais, on va... Hi Tosh, I see that you're watching the live. I will continue in French. Donc Crazy Pat, pour répondre à ta question,
Donc oui, on va plonger toute l'année. Après, il va y avoir en fait deux saisons principales au niveau du temps. On a une saison sèche et une saison humide. La saison humide, ça va être à peu près de novembre à avril. Après, c'est pas une saison humide comme on peut avoir sur certaines régions comme en Inde où on a une très forte mousson, c'est-à-dire qu'il ne va pas pleuvoir pendant des mois, mais c'est une pluie assez régulière. Et après la saison sèche, c'est donc de mai à octobre. C'est plus souvent dans cette période-là que c'est le mieux de plonger. Parce que forcément, s'il n'y a pas de pluie, on va avoir une meilleure visibilité. Et puis surtout, mais ça, c'est pas dû à la saison sèche ou des pluies, mais à partir du mois de fin juillet, début août, on va avoir des changements de courant qui, au niveau de l'est de Bali, sur certains sites et sur la petite île à côté de Nusa Penida, on va avoir des remontées d'eau froide qui font que pendant 3-4 mois, on va avoir avec ces remontées d'eau froide le fameux Mola Mola qui va monter sur des zones peu profondes, plongeables entre 0 et 30 mètres. Donc ça, c'est à peu près 3-4 mois dans l'année. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour venir plonger, c'est justement pour pouvoir apercevoir le fameux Mola Mola, le poisson lune. Mais sinon, oui, on plonge toute l'année. J'espère avoir répondu à ta question, Crazy Pat. Je vais continuer avec les autres questions. Donc, Aurélien, quelle durée minimum de séjour sur place si l'on veut profiter de quelques sites de plongée incontournables plus visites de la région? Alors, moi je dirais, Bali mine de rien, vu que c'est petit, mais il y a énormément de choses à faire, donc le plus longtemps le mieux. Après, au moins je dirais 2 semaines de séjour. Nous en fait, ce qu'on propose sur notre destination avec Dune Bali, c'est ce qu'on appelle un safari, où on va organiser un tour complet de l'île, où on va alterner tout autour de l'île, donc pour voir vraiment un maximum des plongées et des balades terrestres. Donc c'est un programme, ce safari, qui est assez flexible en fonction du temps que vous avez, de vos préférences, plus de plongées ou plus de balades, flexible aussi au niveau des personnes. Et donc on va pouvoir organiser sur 10, 12, 15 jours, en partant du nord-ouest et en revenant jusqu'au sud, une journée plongée ou 2 journées plongées, une journée de balade à visiter des rizières, des temples, etc., des marchés traditionnels. On va faire ça tout autour. Donc ouais, un bon 2 semaines. Sachant que ce safari, c'est quelque chose d'organisé. Après, si vous décidez, Aurélien, de venir par vous-même, tout dépend de comment vous voulez circuler au niveau de l'île, soit avec un système de chauffeurs, parce que c'est des routes assez... à part le sud qui est très bien desservi, la zone touristique, pour se balader autour de l'île, c'est des petites routes de montagne et autres. Donc soit avec des chauffeurs avec des petites voitures, soit en scooter. Salut Johanna, bienvenue à toi. Donc voilà, Aurélien, j'espère avoir répondu à ta question. Donc pour continuer un petit peu, pour vous parler un peu plus en détail des différents sites de plongée, donc nous sur la zone de Bali, c'est principalement toute la côte est que l'on va plonger. En partant du centre, je vous disais, notre base nous est dans le sud, on va pouvoir accéder aux différents sites soit par bus, soit par bateau. Et donc sur la côte est de Bali, ça va être beaucoup des départs de plage, notamment, je vous disais, ces fameuses plages de sable et de roches, donc de magma, donc sable noir. Notamment, il y a eu un des incontournables, c'est la zone de Tulamben. Donc Tulamben, c'est un petit village qui est au nord-est de Bali, où il y a dans les années 1942, en fait, un bateau de la mer américaine qui a été torpillé par un sous-marin japonais. Et en fait, il n'a pas coulé de suite. Il était en train de passer entre les îles de Bali et de Lombok. Et l'armée américaine a eu le temps de remorquer ce bateau jusqu'à la plage de Tulamben, où ils ont décidé de l'échouer sur la plage, en récupérant tout le matériel, etc. Ils l'ont laissé là. Et en 1963, c'était la dernière grosse éruption du volcan qui est à côté, du mont Agung. En fait, l'épave, avec les tremblements de terre, les secousses de l'éruption, a glissé sous l'eau. Et donc Tulamben est vraiment réputé pour ça, c'est qu'on a cette fameuse épave américaine qui est à 20-30 mètres du bord, couchée sur le côté sur une pente de sable. Donc après, sinon il y a d'autres endroits que l'on va pouvoir desservir, donc notamment les destinations comme Amed et Padang Bay, où là on va en fait plonger sur des récifs avec des petits bateaux locaux qu'on appelle des jukung. Donc là vous avez toujours un guide qui va vous emmener, il y a entre 5 et 10 minutes de trajet en bateau à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, donc je vous parlais tout à l'heure sur ta question, Crazy Pat, en fonction des saisons. Donc la saison, je vous disais, du Mola Mola,
sur Bali. Là, je vais vous montrer, j'espère que vous pouvez clairement la voir. Hop, ici. Voilà, donc là, excusez-moi, vous avez ici une petite carte de Bali. Voilà. Et donc là, si vous pouvez bien la distinguer, je vous disais donc ici la côte est, c'est vraiment toute la zone qui va pouvoir être principalement plongée, avec notamment les destinations de Tulamben ici, Amed, Padang Bay ici. Sanur, je vous disais, notre base terrestre est là, donc le centre. Et on a ici à peu près une trentaine de minutes en bateau de Sanur, on a les fameuses îles de Nusa Penida et Nusa Lembongan, qui sont des îles où on va pouvoir donc y accéder en bateau et plonger. C'est des zones où on a pas mal de courants et ce sont des zones notamment où on va avoir justement ce fameux mola mola, le poisson lune qui revient, qui remonte à faible profondeur pendant cette période à peu près de août à octobre. Et c'est une zone aussi où on va avoir l'opportunité de voir des raies manta à peu près, je remonte un peu la carte, des raies manta à peu près toute l'année. Voilà, je vais y revenir après. Hop. Alors, je m'excuse, j'espère que vous m'entendez bien pour le live. Petit problème de connexion malheureusement sur Bali. Je ne vois pas vos commentaires. Alors, hop, je vais essayer d'y remédier. Hop là. Alors. Ok, alors. Donc, je suis désolé si certains d'entre vous ont posé des questions. Je n'ai pas les commentaires qui s'affichent. J'espère que vous pouvez toujours m'entendre. Donc, dès que les commentaires vont réapparaître, j'y reviendrai et je répondrai au mieux à vos questions. Donc voilà, pour continuer un petit peu sur Bali. Donc nous, notre centre, on va avoir vraiment tout un tas d'activités qu'on va pouvoir offrir, notamment ta question Aurélien sur les séjours à Bali. On a ces fameux séjours qu'on organise tout autour de l'île sur à peu près 2 semaines de séjour. On va aussi, pour des gens qui préfèrent avoir leur propre programme, pouvoir organiser les plongées au jour le jour et donc vous faire découvrir un maximum de destinations en fonction de vos choix. Après, si tout ce qui est balade terrestre, donc je revenais aussi sur le côté culturel, les zones vraiment les plus à faire, ta question Marco, c'était les temples, vous avez, si je reprends la carte, hop, ici, donc sur la péninsule sud, ici vous avez le temple d'Uluwatu, qui est vraiment un incontournable. Ici on voit le temple de Tanalot. Donc ce sont des zones qui sont relativement proches de toute la zone touristique du sud de Bali. Donc c'est des endroits où on peut facilement s'y rendre, soit en scooter pour ceux qui veulent se la jouer un petit peu aventure, ou avec des chauffeurs. Et c'est des choses où on peut faire un petit circuit d'une journée, partir le matin sur un temple et aller l'après-midi sur un autre. Après, sur tout ce qui est les visites de rizières, donc les rizières, forcément, c'est la plupart vraiment des très belles rizières à faire vont se faire sur le centre de l'île. Là, vous voyez sur la carte, on a le mont Agung et le mont Batour. Donc, c'est ces deux volcans, les deux volcans principaux qui sont encore actifs. Et donc, toute la zone centre, c'est celle qui est vraiment très riche, où se fait toute la culture du riz. Donc, on a notamment ici Ubud avec ses rizières aux alentours, les rizières au niveau de Jatiluwi. On a Munduk qui est situé un petit peu plus là sur l'ouest. Donc tout le centre ici, un peu plus en altitude, une zone un peu plus fraîche où on va avoir un climat plus frais que sur les plages du sud pour visiter justement toutes ces rizières. Alors, donc j'ai toujours pas vos commentaires. Mais donc je vous le disais ainsi, dès que les commentaires s'affichent, je répondrai au mieux à vos questions. Donc ensuite, pour continuer un petit peu sur la destination de Bali, je vous parlais donc bien sûr de l'île de Bali, mais il y a aussi un incontournable dont on entend de plus en plus parler ces derniers temps, principalement avec les réseaux sociaux, mais ça va être l'île ici de Nusa Penida. Donc Nusa Penida, c'est une île qui fait partie de la régence de Bali, donc avec le gouverneur de Bali. C'est une zone aussi, principalement, il y a à peu près 10 000 habitants, encore très peu touristique. Donc pareil, ils vont parler ici la même langue que Bali, ils vont pratiquer également la même culture, la même religion. Mais donc c'est une zone qui est aussi beaucoup plus petite, mais encore très nature, très peu touristique.
Donc nous, on organise bien sûr les plongées autour, mais c'est vraiment un endroit, je pense, si vous venez à Bali, c'est de prendre le temps, je dirais, sur au moins 2 journées, de vous balader au moins sur la côte ouest. Vous avez plusieurs plages, c'est principalement des falaises, il n'y a pas de volcan sur cette île, donc c'est beaucoup de calcaire, des falaises de calcaire. Et donc vous avez tout un tas de balades, de plages, de falaises à visiter, quelques temples aussi qui sont très beaux sur l'île de Nusa Penida. Et donc ça fait une petite escapade de Bali en fin de séjour. Donc voilà. Excusez-moi. Donc après, je vous parlais de Bali et de ses habitants. Pour continuer un petit peu sur le côté culturel, mais au niveau des langues parlées, donc bien sûr, vu que c'est une île très touristique, la plupart des locaux, surtout dans le sud, vont parler un petit peu anglais, donc c'est très facile d'échanger avec eux. Mais après, donc Bali, c'est une zone où il y a donc une langue locale, le balinais, et aussi vous avez la langue nationale qui est l'indonésien. Je réponds juste donc la question de Thierry, y a-t-il le Covid-19 à Bali? Alors oui, aux dernières nouvelles, c'était je crois que la dernière fois que j'ai regardé les nouvelles, c'était il y a 1 ou 2 jours sur toute l'île de Bali, on avait, je crois que c'était 190 cas, il y a eu 4 décès et 50 ou 60 qui ont été guéris, donc ça faisait à peu près 120 personnes qui l'avaient encore à l'état actuel. Ça, c'était les dernières nouvelles. Pour répondre à une question, pour revenir là-dessus, ça a été posé un petit peu plus tôt. C'est que pour le moment, donc, on est amené à être confiné. C'est pas une obligation, mais recommandé à être confiné. Donc nous, on reste tous à la maison. Les lieux publics, notamment les plages, sont interdites d'accès pour justement réduire le risque. On a bien sûr, pour le moment, les sites de plongée sont interdits. Donc on reste au sec. Je pense comme beaucoup de monde, la plongée commence à manquer, mais voilà, le but de ce petit live, c'était aussi l'idée d'échanger un petit peu avec vous, de vous parler de tout ça, de partager un peu notre manque, je pense, de la plongée, et puis bien sûr de voir avec quelle hâte on a envie de tous se remettre à l'eau. Donc je vous disais pour le côté langue, donc à Bali, vous avez donc bien sûr la langue nationale qui est l'indonésien. Qui est parlé dans toute l'Indonésie, mais qui est une langue quand même assez récente, je dirais. Donc au niveau de l'histoire, c'est donc quand l'Indonésie était encore une colonie hollandaise, vous n'aviez pas de langue nationale, vous aviez vraiment les langues et les dialectes dans les différentes îles. Aujourd'hui, je crois que c'est presque 700 langues et dialectes qui sont répertoriés en Indonésie. Et donc à cette époque-là, c'était jusque dans les années 1900, c'était le malais, donc la Malaisie qui est juste à côté, le malais qui était utilisé pour les échanges commerciaux. Et dans les années 1920, en 1928, il y a eu a été décidé principalement sur l'île de Java d'utiliser le malais comme langue nationale, officielle. Et donc c'est à partir de 1928 qu'il y a eu la langue qu'on appelle aujourd'hui le Bahasa Indonesia, donc la langue indonésienne, et donc qui est enseignée partout dans toutes les écoles, dans tout le pays. Mais après, vu que c'est un pays qui est extrêmement étendu, énormément d'îles, et encore aujourd'hui dans énormément de régions, la langue nationale reste une langue secondaire, apprise à l'école, mais les gens vont surtout parler en utilisant leur langue locale ou leur dialecte. Donc notamment à Bali, tous les Balinais vont parler le balinais et aussi l'indonésien, qui sont donc deux langues complètement différentes. Mais bien sûr, donc pour nous, quand on arrive ici en vacances ou à y vivre, tout le monde va parler relativement bien anglais, donc ça reste facile de pouvoir communiquer et échanger avec tout le monde. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont vraiment très accueillants, très ouverts. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les faire partager. Voilà. Ok, donc pour continuer un petit peu sur le côté histoire de Bali, et encore une fois, si vous avez des questions plus spécifiques sur la culture ou la plongée, n'hésitez pas. Mais sur le côté un peu historique de Bali, donc je vous le disais, aujourd'hui, la capitale, c'est Denpasar, donc qui se trouve dans le sud. Si je vous remontre la carte, c'est
c'est ici, Denpasar, donc c'est là où on a l'aéroport, toute la zone touristique, là où le centre est basé. Mais donc historiquement, la capitale, avant que Bali commence vraiment à se développer au niveau économique et touristique, la capitale de l'île, c'était, donc là vous avez Lovina qui est sur cette carte, mais c'était Singaraja, donc c'est au nord de l'île, c'est la capitale historique. En fait, c'était la capitale à l'époque où Bali était encore un royaume, tous les différents rois, c'était cette capitale qu'ils avaient choisie, où ils siégeaient. Notamment en indonésien Singaraja, donc le nom de cette ville-là signifie, donc c'est deux mots combinés en un seul. Singa en indonésien c'est le lion et Raja ça veut dire le roi. Donc en fait la ville de Singaraja ça signifie plus ou moins le roi lion. Mais donc c'est le nom de cette ville qui était la capitale historique de l'île. Et c'est encore aujourd'hui c'est la deuxième ville la plus peuplée de l'île. Thierry Cavillon, donc pour répondre à ta question, on vient en octobre, j'espère que ça ira mieux cette pandémie. Ben, on espère tous. Comme je te le disais, il y a en fin de compte assez peu de cas en Indonésie et puis c'est relativement bien géré au niveau du confinement. Donc en croisant les doigts que ce confinement et cette petite crise, enfin cette crise passe pour tout le monde et puis qu'on puisse commencer à retourner à nos activités tranquillement et puis surtout à se remettre à l'eau et à pouvoir plonger ensemble. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur Bali. Donc après, en termes de plongée, c'est vraiment mon dada, même si au centre, je m'occupe pas mal de choses. Je m'occupe aussi d'enseigner les cours, tout ce qui est les cours de formation de plongée loisir, donc les niveaux PADI, mais aussi les formations instructeurs, dont Marco nous avait parlé un petit peu plus en détail il y a de ça quelques jours. Et donc voilà, pour parler un petit peu plus de plongée, vous avez donc vraiment tout autour de l'île des types de plongées différentes et moi je trouve que c'est ça qui fait vraiment la beauté et la richesse de ce lieu. C'est qu'on va avoir vraiment des types de plongées différentes. Je vous le disais déjà, avec le nord-est, on va avoir une zone de sable noir avec donc cette roche volcanique. On a l'épave du Liberty. On a aussi une deuxième épave qui est qui commence à se faire connaître sur l'île de Bali. C'est juste au-dessus de Tulamben, à 10 minutes de Tulamben en voiture. C'est une épave sur la ville de Kubu qui s'appelle le Boga. C'était un cargo hollandais qui était inutilisé pendant des années, qui a été coulé en face de la plage au niveau de Kubu dans les années 2000, c'était en 2012. Donc ça fait assez peu de temps qu'il a été coulé, donc il n'y a pas encore toute la vie qui s'est développée au niveau du corail, des poissons, etc., comme on peut l'avoir sur le Liberty. Par contre, du coup, elle est relativement bien intacte, donc c'est une zone vraiment un très très bon terrain de jeu. Après, toute la zone est, c'est un endroit où on va avoir un mélange, on a beaucoup de macros, pour ceux qui aiment le petit sujet, donc ça c'est mon cas. Ça dépend bien sûr de vos goûts, mais on a énormément de petits sujets sur Bali, on va avoir une variété incroyable de nudibranches, à partir du moment où on prend le temps un petit peu de regarder sur les fonds de sable ou même les tombants. C'est Bali, notamment sur certains sites comme à Ahmed et Tulamben, c'est un endroit où on peut trouver des espèces assez rares comme les hippocampes pygmées. Donc c'est des tout petits hippocampes de l'ordre du centimètre voire moins qui vont vivre sur des grandes gorgones, donc les gorgones qu'on va trouver en général en profondeur. Donc ça demande bien sûr un bon coup d'œil, d'où l'intérêt de plonger avec un guide. J'ai les commentaires qui sont revenus, donc je vais pouvoir y répondre. Désolé, donc Bruno, salut. Je vais remonter un petit peu. Paris, salut. Donc mon frère et la belle-sœur, ils sont à l'île il y a quelques années. Ils ont vraiment trouvé cette île géniale, les balades exceptionnelles, les plongées mémorables. Ils ont eu la chance de voir les mola mola géants et tellement de belles choses et une population, comme tu as expliqué, très accueillante. Je te conseille, je te recommande fortement d'avoir la chance de venir nous voir à Bali, puis surtout de prendre le temps de visiter cet endroit et sur la terre et sur la mer qui est vraiment très très beau. Aurélien, donc mon top 3 des sites de plongée à Bali. Alors, avant de m'en donner mon top 3, avant tout va dépendre de ce que vous préférez. Je vous le disais, c'est vraiment Bali, un endroit où on va avoir un mélange de tout. Si vous aimez le gros, on a notamment le Mola Mola à une certaine période de l'année et les Raimanta pratiquement tout le temps.
Occasionnellement, c'est pas le point le plus réputé, mais occasionnellement, on va pouvoir croiser du requin de récif, pointe blanche, pointe noire, des requins nourrices et parfois aussi le wébégong, c'est le fameux requin tapis, celui qui a les petites moustaches. Et après aussi forcément beaucoup de poissons de tout type. On a énormément de mérous, de perroquets à bosse, de murènes et beaucoup de maquereaux. Donc moi qui suis un fan surtout de maquereaux, mon premier site, vraiment celui que je préfère, ça va être l'épave du Liberty en plongée de nuit. En plongée de nuit, on va avoir vraiment une ambiance complètement différente. Donc on n'est pas là pour l'ambiance de l'épave, mais on est vraiment là pour se rendre compte de toute la vie qui s'est installée. Je vous disais, l'épave du Liberty est sous l'eau depuis donc la dernière éruption en 1963. Et donc depuis toute cette période, il y a énormément de vie qui s'est installée et développée, beaucoup de corail, mais du coup beaucoup de petites bêtes. Et donc l'épave de nuit, on va avoir les perroquets à bosse qui vont venir se cacher dans les anfractuosités de l'épave pour se reposer dormir. On a les mérous patates assez imposants qui vont sortir chasser avec les murènes. Et on a toute la petite vie, beaucoup de crevettes, beaucoup de crabes qui vont sortir. C'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment une ambiance spéciale, mais que j'aime beaucoup. Et après, deux autres sites, mon top 3, donc pour répondre à ta question Aurélien, deux autres sites que j'aime beaucoup, forcément l'incontournable autour de nous Sapenida, mais le site principal c'est Crystal Bay pour voir le Mola Mola pendant la bonne saison. Je vous disais donc du mois d'août à peu près jusqu'à fin octobre. Et puis après, parce que sur toute la zone de Bali, en fait aussi pour vous resituer Bali géographiquement, on a au sud, vous avez en fait la mer de Bali et aussi l'océan Indien. Donc c'est une zone notamment pour ça qu'on a des remontées d'eau froide et des changements de courant qui amènent le Mola Mola. Mais c'est une zone où on a beaucoup de courant, surtout sur l'île de Penida. Et donc moi je suis assez friand du courant. Donc Crystal Bay, là on peut voir le Mola Mola. Et c'est aussi un site qui peut être assez intéressant, je dirais, en termes de courant. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est un site qui s'appelle Gili Mimpang, qui se trouve, là si je vous remonte la carte, Gili Mimpang, donc ça va être là, vous avez donc la zone de Padang Bay, et au large de Padang Bay, on ne le voit pas sur la carte, c'est des tout petits points, on a les trois sites qui s'appellent Gili Mimpang, Tepekong et Biaha. En fait, Gili en indonésien signifie petite île. Donc si vous avez déjà entendu parler des îles Gili de Lombok, là c'est pas les mêmes, ça veut dire petite île encore une fois, mais Gili Mimpang c'est trois petites pointes rocheuses en plein milieu de la mer, avec un tombant d'un côté et une pente de l'autre côté, où on peut aussi voir le Mola Mola pendant la bonne saison et pas mal de courant. Donc je dirais c'est mon troisième site, celui-ci. Le coût moyen, donc pour répondre à ta question Crazy Pat, le coût moyen de la vie sur l'île et le salaire moyen. Alors juste ta question, le salaire moyen pour les locaux, le coût moyen de la vie, c'est pas un endroit qui est très très cher. Après tout va dépendre, si vous venez en vacances à Bali, tout va dépendre de comment vous vivez. Mais par exemple en termes de nourriture, si vous aimez aller un peu à la découverte des mets locaux, vous avez ce qu'on appelle les marchés de nuit. C'est des grandes places. Très tôt, on va avoir le marché, mais la nuit, c'est plein de petits stands qui vont faire vraiment les plats typiques traditionnels en Indonésie. Et là, on peut manger dans ces zones-là, ou même dans les petits boui-boui, les petits restaurants. Ça peut aller de 1 euro à 5 euros pour les plats. Et puis après, tout dépend, vu que c'est très touristique aussi Bali, tout dépend où vous allez. On a aussi des restaurants qui vont s'élever à 10 euros, 15 euros les plats. Mais on